trop large, non, comme plan, du tout. Alain Soral, bonsoir. C'est la deuxième interview mensuelle que vous nous accordez, qui a lieu le lendemain de l'intervention de Nicolas Sarkozy sur TF1. Est-ce que vous l'avez regardé ? L'interview de Nicolas Sarkozy, j'en ai regardé les 10 minutes, un quart d'heure, et puis après je me suis dit que j'allais regarder autre chose. Enfin, j'ai été à la télé, je suis allé au café, rejoindre des amis. Mais ce à quoi j'ai pensé en l'écoutant, c'est qu'il était très professionnel et très bon dans la bonimenterie, hein. C'est-à-dire que c'est comme un peu Besson, quoi. Parce que maintenant ces professionnels là du baratin disent exactement tout ce que les gens ont envie d'entendre. Et c'est vrai qu'à la limite, on peut dire oui à peu près à tout ce qu'il dit, puisque c'est très consensuel. Il fait de son mieux. Le problème aujourd'hui, c'est pas d'écouter ce que dit un politique, quoi. C'est de voir l'écart abyssal qu'il y a entre ce qu'il promet, ce qu'il dit, et puis la façon dont la politique réelle continue à aller à marche forcée vers comment dirais-je, vers le nouvel ordre mondial et tous ces impératifs. C'est tout. Donc moi j'ose le dire, quand j'entends Besson parler d'identité nationale, quand il fait ses introductions là dans les débats, je suis d'accord avec lui à 100%. Hein, et d'ailleurs tout le monde dit exactement la même chose aujourd'hui. Marine Le Pen dit la même chose que Besson, qui dit la même chose que... C'est pour ça que je pense que Payon est pas venu l'autre jour, parce qu'il aurait dit aussi la même chose. C'est très emmerdant. Le problème c'est qu'est-ce qu'ils font. C'est tout, quoi. Donc aujourd'hui, Sarkozy, aujourd'hui on a l'impression que c'est le meilleur politique est celui qui est capable de mentir, de promettre et de produire un langage consensuel de la façon la plus éhontée et d'assumer moralement, parce que c'est ça la vraie question, de savoir en son fort intérieur que pendant qu'il dit ça, il contribue à ce que se passe exactement le contraire. Parce qu'il faut aussi faire remarquer que Sarkozy n'a pas de pouvoir. Il n'a pas les moyens de donner l'ordre à Renault d'arrêter de délocaliser, puisque il n'a pas ce pouvoir-là. Donc par contre, il peut effectivement aller prendre le petit déjeuner avec le type, que ça se sache, et dire soyez gentil d'eux. Et puis voilà, quoi. C'est à ça que se réduit la politique aujourd'hui, à servir de tampon entre les citoyens électeurs et le système mondialiste. Hein. Donc ces gens-là font parfois de la peine, parce qu'on se dit ça devrait pas être facile. Et puis parfois il y a un côté dégoûtant, parce que c'est comme les types qui faisaient du porte-à-porte avant et qui essayaient de coller des gadgets ou des assurances à des vieilles gens un peu psychologiquement fragiles, quoi. Hein, comme quand on voit dans Striptease les types qui vendent du pinard frelaté à des retraités, quoi. C'est pas si on a trouvé ça drôle ou ignoble, quoi. Mais c'est de ce niveau-là, quoi. Je veux dire, la politique est ailleurs. Et on peut juste dire que sur le plan de la maîtrise pure de l'outil audiovisuel du médium, Sarkozy est un grand professionnel. Il y avait un petit événement dans le monde de l'éducation. Les programmes de 5e vont être modifiés en histoire. On va abandonner Clovis pour parler soit de l'Inde des Gupta, soit de la Chine des Han. On se demande, comme on veut pas être complotiste, on se demande si tout ça est de la bêtise ou si réellement il y a un projet qui est effectivement de couper le citoyen français le plus possible de ses racines et de son histoire, sachant qu'un peuple sans conscience historique, sans racines et sans même unité d'ailleurs, même une unité ethnique, est un peuple qui c'est dans des trains d'ailleurs, mais qui est une masse beaucoup plus facile à manipuler et à soumettre, enfin toujours pareil d'ailleurs au système de consommation mondialisée ou de mondialisme de la consommation, comme on veut. Donc est-ce que c'est un hasard ? Quelles sont les motivations effectivement pour de plus en plus éloigner les enfants et les jeunes par l'école de la connaissance de l'histoire de France, quoi. C'est la question qu'on peut poser, au profit effectivement d'une espèce de saupoudrage mondial. Mais on peut dire la même chose même de la solidarité aujourd'hui, qui doit s'exercer systématiquement de façon mondiale et le moins possible de façon nationale. C'est-à-dire qu'on doit tous pleurer pour Haïti, ce que je comprends, mais il y a énormément de gens en France qui souffrent. Je crois qu'il y a 850 000 personnes qui sont sorties en fin de droit cette année. On en prévoit 1 million l'année prochaine, donc ça fait 1 800 000 personnes sur le carreau. Et ça, à la limite, c'est occulté par la solidarité avec Haïti, et faire la remarque que je fais aujourd'hui serait considéré comme laide, même un peu obscène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout doit être mondial. La compassion, la culture, et comme dirait l'autre, plus on aime loin, moins on aime concrètement. Je crois que c'est déjà Rousseau qui avait sorti une phrase comme ça. Donc on doit
est très intéressé par l'histoire hindoue, très ému par la souffrance haïtienne. Tout ça nous éloigne de la communauté nationale, de la conscience nationale, de la fraternité nationale. Peut-être que c'est fait exprès. En Ukraine, le candidat de la Révolution Orange a fait moins de 5%. Ça doit être peut-être un record pour un président sortant. Et c'est sans doute le candidat pro-russe selon Le Figaro, Le Monde et Libé qui va l'emporter. C'est un peu rassurant parce qu'on se dit que malgré tout l'argent de M. Soros, les révolutions colorées dont les gens un peu cultivés savent que ce sont de pures manipulations étrangères qui s'appuient en général, comme je l'ai dit dans un article de Flash, sur les étudiants des villes, c'est-à-dire sur la bourgeoisie, finissent finalement à être confrontés au réel, c'est-à-dire un pays qui passe sous contrôle étranger, des promesses droits de l'hommiste creuses qui sont faites, et derrière une violence économique et sociale terrible qui fait qu'en quelques années, le peuple floué et dans un premier temps séduit, au sens de la séduction diabolique à l'occidental, finalement revient à la réalité et chasse ces gens dont on nous avait dit qu'ils étaient de merveilleux démocrates, sympathiques, etc., les foutent dehors, puisque faire 5%, effectivement, c'est misérable. Donc ça, c'est rassurant. Ça veut dire que la manipulation médiatique ne peut pas tout face au réel. Si c'est pas accompagné d'un peu de progressisme réel, le baratin progressiste financé par Soros, là, des révolutions colorées, a une existence de 5 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé au pouvoir, mais ça a été assez vite finalement la dégringolade. Autre remarque subsidiaire, on voit effectivement toujours des jeunes manifester dans les rues au profit de ces révolutions colorées. Et on se demande comment ça se fait, parce qu'on le voit en Iran aussi. Donc il faut bien comprendre que ces révolutions colorées s'appuient toujours sur les enfants de la bourgeoisie des villes, et que ce soit d'ailleurs en France avec la bourgeoisie sarkozyste, ou en Amérique latine avec toutes les bourgeoisies collaboratrices et traîtres qui tapinent pour le pouvoir nord-américain depuis toujours. Il est dans l'essence même, dans un capitalisme mondialisé et financier, que les bourgeoisies qui sont compradors et cosmopolites, soient traîtres systématiquement à leur nation et à leur peuple, puisque leur profit est à l'international. Donc dans tous les pays, les traîtres, comme Mao disait, le poisson pourrit toujours par la tête, sont la bourgeoisie, la grande bourgeoisie et les enfants de la grande bourgeoisie et ceux qui sont élevés dans l'idéologie de la grande bourgeoisie cosmopolite, parce qu'effectivement leur intérêt est de trahir leur peuple au profit des intérêts mondialistes. Donc dans tous les pays où on va, on trouvera toujours, on l'a trouvé d'ailleurs au moment où on a déglingué l'ancien glacis soviétique, on les a trouvés pareil en Tchécoslovaquie, en Pologne, on les trouvera toujours. C'est cette même bourgeoisie qui allait applaudir au Fouquet l'élection de Sarkozy. Cette bourgeoisie mondialiste est systématiquement traître à son peuple et à sa nation. Voilà, il suffit de le savoir, y compris en Chine. Demain, c'était ceux qui étaient place Tiananmen. Et malheureusement, les enfants de cette bourgeoisie sont souvent les étudiants des villes. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier, contrairement à ce que disait l'école de Francfort et les théoriciens du gauchisme, il faut absolument se méfier des étudiants, des profs et des artistes quand on veut faire une révolution populaire sérieuse. C'est-à-dire le contraire de ce que pensait Marcuse, qui était un gentil monsieur, mais sur le plan de la maîtrise du marxisme sérieux, pour moi, un naïf et un crétin. Et surtout, l'histoire l'a désavoué totalement. Il y a un autre événement qui est un peu passé inaperçu. En Islande, suite à la crise financière, les créanciers réclament un paiement équivalent à 40% du PIB. Le président de l'Islande, contre l'avis du Parlement, va organiser un référendum. Et les Islandais s'apprêtent à voter contre ce remboursement aux créanciers. Est-ce que c'est pas une petite révolution, mine de rien, ça ? Ça combine deux aspects. Déjà, de savoir que quand on sauve la faillite des financiers par la planche à billets, c'est une logique qu'on appelle de bond du trésor, qui fait qu'après, en fait, la faillite des banques passe à la dette de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, on recule la faillite des banques pour aller vers la faillite des États. Et aujourd'hui, on a en cascade, après ce qui s'est passé l'année dernière, là, le soi-disant la conséquence du G20, des tas d'États qui se sont bouffés de la fausse monnaie en bon du trésor et qui sont d'États qui sont en faillite. C'est-à-dire on est passé de la faillite des banques à la faillite des États. On a déplacé la faillite, on a passé du privé au public. Or les élus aujourd'hui, ils se trouvent obligés d'assumer cette violence des banques qui leur oblige finalement de payer le chèque sans provision, et eux sont face aux électeurs et au peuple. Donc on a aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais, ça pourrait être Sarkozy demain, on sait jamais, c'est que finalement ces politiques sont pris en sandwich entre les banques qui sont des purs racketteurs des peuples et qui ruinent les peuples,
et les peuples qui, eux, commencent à s'énerver. Donc on peut imaginer qu'à un moment donné, on le verra sans doute pour Obama bientôt, c'est qu'entre obéir à des banques qui sont un groupe de très peu de nombreux et puis à un moment donné être face à la colère du peuple, ils peuvent comment dirais-je, tanguer entre l'assassinat organisé par l'oligarchie style Kennedy et le lynchage public qui conduit on va dire à Mussolini qui se retrouve pendu à un croc de boucher. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est la mort, quoi. C'est l'assassinat par une mafia oligarchique ou l'assassinat par le lynchage populaire. Et la position des élus et des représentants politiques va être de plus en plus inconfortable. Et là, c'est finalement, peut-être que ce monsieur organise un référendum parce qu'il sait que le peuple va dire non, pour dire voilà, je ne peux pas. Il va dire à ses employeurs de la banque, je ne peux pas, messieurs, aller jusque-là dans la ruine de mon peuple, car je suis en danger. Donc peut-être qu'il organise ce référendum pour s'en remettre à la volonté populaire, pour pouvoir à la fois, s'en tirer par rapport à la volonté des banques. Et peut-être que c'est ce qui va se passer bientôt demain, peut-être même en France. Peut-être que c'est ça, effectivement, les scénarios de demain. C'est des politiques qui disent non aux banques parce qu'ils ont encore plus peur du lynchage populaire que que du désaveu de l'oligarchie ou même du flingage par l'oligarchie. Ça peut donner demain effectivement Fillon montant au créneau contre Sarkozy par exemple. Ça ouvre des perspectives intéressantes. On parle de plus en plus de la fin de l'euro en Grèce. Est-ce que ça vous semble possible et quelles conséquences ça pourrait entraîner ? La crise économique aggravée, appliquée à l'Europe dans toute la diversité de ses peuples et de sa production, nous ramène à l'idée de la monnaie comme variable d'ajustement absolument nécessaire. En réalité, pour qu'il puisse y avoir un euro pour l'Europe, il faudrait que l'Europe soit homogène sur le plan économique et social. Et d'ailleurs, on a essayé à un moment donné d'y aller à marche forcée en demandant aux Français de financer la Lituanie pour essayer d'harmoniser. Mais comme de toute façon la période de crise aggravée produit finalement le contraire, c'est-à-dire l'aggravation des disparités, l'euro est déjà théoriquement une monnaie fictive et une monnaie écartelée qui n'a pratiquement plus de sens puisque l'euro, grec ne devrait pas valoir le même prix que l'euro français. Donc en fait, le gros problème de demain pour l'Europe, c'est comment en réalité cacher que la monnaie unique n'est plus viable, parce que pour ça, il faudrait effectivement une uniformité de l'Europe sur le plan économique et social. Et cet espoir qui a été peut-être possible dans les années 90, au début des années 90, aujourd'hui, face à l'aggravation de la crise, est totalement utopique. Et comme on a fait rentrer de plus en plus de gens, avec une Europe des 6, c'était peut-être possible, parce que c'est des pays qui étaient très proches sur le plan des acquis sociaux, de l'appareil de production, etc. Mais quand on a fait rentrer des 27 ou 28 nations tellement éloignées les unes des autres, la distorsion devient de plus en plus grande, et effectivement, comme le réel prime toujours sur le fictif, et le fictif, c'est l'UE, c'est l'euro, c'est le pacte de stabilité, et c'est tout ça qui est en train d'exploser. Et pareil, si ça explose pas, le coût social est tellement vertigineux qu'à un moment donné, le pouvoir grec dit entre sauver l'euro et sauver nos fesses face à une colère populaire et à une violence une crise économique qui entraîne une violence sociale de plus en plus grave, on va être obligé de faire des choix. Et là, c'est toujours la même question. C'est que il est sur le papier, l'Union européenne et l'euro sont déjà morts. Pour moi, et ils ne peuvent être maintenus que de force, de manière fictive, et contre les peuples et contre le concret, la réalité économique et sociale. Donc, oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand est-ce que tout ça va péter, et plus on retarde, plus ça va péter fort. C'est ça l'idée, quoi. Donc, c'est tout ça crée des situations de type un peu à la fois absurde, pré-révolutionnaire, et tout ça, c'est l'Europe de demain, c'est des États en faillite, un euro qui ne veut plus dire la même chose d'un pays à l'autre, et dont il faut absolument se débarrasser si on veut arrêter la catastrophe, un pouvoir bruxellois qui ne veut rien entendre. C'est un peu comme les sionistes de droite, qui ne veulent rien voir à la réalité, mais cette réalité va leur péter dans la gueule un jour ou l'autre. On est face quand même à une oligarchie complètement autiste et isolée, qui s'appuie sur des abstractions, et qui, au nom de ces abstractions, veut que ça suive, alors que plus rien ne suit. Et c'est ce que Lénine appelait à un moment donné l'éternel retour du réel, c'est qu'à un moment donné, ils vont se prendre le réel dans la gueule, sous forme de révolte populaire enclenchée par une misère populaire. Et c'est vers ça qu'on va. Barack Obama, prix Nobel de la paix, président gentil, a subi un échec électoral dans le Massachusetts, qui est un bastion démocrate depuis Vercingétorix.
un an après son élection, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est un peu les mêmes conclusions que pour les révolutions colorées, c'est que l'oligarchie mondialiste qui règne aux États-Unis et qui a besoin de contrôler les États-Unis pour contrôler tout le reste, avait mis Obama, c'est-à-dire un candidat noir, pour que la politique néoconservatrice soit moins laide à regarder. Mais le problème, c'est que comme ça n'a rien changé, Obama a beau être un bon parleur comme Sarkozy, un type sympathique comme Sarkozy peut-être en privé, parce qu'en fait les systèmes que les gens incarnent sont toujours beaucoup plus violents que les gens eux-mêmes. C'est-à-dire que Sarkozy ou Obama peuvent être sympathiques, c'est ce à quoi ils servent qui est profondément antipathique. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher toute la laideur de l'empire mondialiste dans Obama ou dans Sarkozy. Ça serait une erreur. Obama est peut-être un type sympa, mais il ne peut pas faire grand-chose d'autre que de baratiner. Et dans une période de crise aggravée, son baratin s'use de plus en plus vite, et il aura fallu un an pour que l'effet Obama se casse la gueule. Et si vous vous rappelez de ce qu'on disait, pas moi seulement, mais moi notamment, de l'élection d'Obama, on avait déjà tout anticipé, comme on avait tout anticipé sur Sarkozy. Voilà. Et c'est intéressant, effectivement, c'est qu'un an après, la sanction, c'est qu'il perd l'État, qui était l'État le plus démocrate de tous, et le plus, dont il était le plus difficile à penser qu'il puisse passer du côté républicain. Donc voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui l'oligarchie mondialiste a des solutions à de plus en plus court terme, de plus en plus fictives, et il y a une accélération comme ça de la fiction médiatico-politique. Donc c'est la même remarque que pour les révolutions colorées avec les 5% du président ukrainien, c'est la même remarque que pour Sarkozy, le roi du baratin, mais qui ne peut rien contre l'eau qui monte, quoi, le réel. Voilà, c'est la même remarque. Obama, pareil. Donc Obama, faut qu'il tienne 5 ans. Au bout d'un an, il est déjà cuit. Qu'est-ce qu'il fait derrière Et puis répondre à une crise par des conférences de presse, c'est la limite, effectivement, de la démocratie d'opinion. Hein, elle arrive à sa limite parce que la démocratie d'opinion marche bien en période de croissance, puisqu'on veut bien écouter le baratin, puisqu'il y a une amélioration du pouvoir d'achat, en gros. Mais en période de crise aggravée, c'est c'est le fictif qui devient très impuissant par rapport à un réel violent. Hein, c'est pendant les 30 Glorieuses, on pouvait effectivement faire du giscardisme, mais aujourd'hui, en période de crise aggravée, c'est toute la limite effectivement de la politique d'apparence par rapport au réel. C'est à chaque fois, on est là, le réel, ça existe. C'est-à-dire que dire qu'il fait chaud quand il fait froid, qu'il fait jour quand il fait nuit, que tout va bien quand tout va mal, il y a des limites. C'est un peu comme pour le réchauffement climatique. Effectivement, il fait froid partout, il n'a jamais fait aussi froid. Mais dans l'IB, ils disent que c'est pas parce qu'il fait froid qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y a que l'IB pour oser dire ça aujourd'hui. Hein. C'est pas l'Europe crée des emplois bien qu'il y ait de plus en plus de chômage. L'euro nous permet de nous enrichir bien que le pouvoir d'achat baisse. C'est-à-dire que ce n'est aujourd'hui que ça, le baratin médiatique mondialiste. C'est systématiquement répéter le contraire de la réalité sous prétexte que la loi de Bernays démontre que les gens croient à la vérité quand elle est écrite dans les journaux. C'est possible quand c'est des petites tricheries, mais quand c'est des tricheries vertigineuses, à un moment donné, ça amène à l'émeute. Hein, on est quand même, quand on triche trop, quand on va trop loin dans cette espèce d'axiome, il devient faux. Et je pense qu'à un moment donné, c'est le retour de bâton et l'explosion de violence pure. Hein, et moi, je suis inquiet pour Obama parce que je pense qu'il peut soit se faire assassiner par l'oligarchie, soit assassiner par la colère populaire. Mais on a aujourd'hui des représentants politiques qui acceptent de jouer un rôle de menteur et qui se mettent finalement en paravent et qui mettent pratiquement leur vie en danger, parce que moi je pense qu'Obama, soit le système pour faire une déviation, soit la colère populaire peut faire qu'à un moment donné il se fait flinguer. Hein, et je pense qu'il doit le savoir lui-même. Hein. C'est-à-dire que s'il obéit pas aux banques, il est flingué. S'il obéit trop aux banques, il peut être aussi flingué. Et je n'aimerais pas être un leader politique aujourd'hui qui tapine pour la banque. Aujourd'hui, ils sont pas si bien payés que ça par rapport aux risques qui commencent à courir là.